sécurité ou liberté? Non, en fait, on devrait avoir les deux. Et la sécurité, je dirais pas que c'est la première des libertés, ça c'est vraiment un retournement. Alors, juste un petit détour historique. Le mot de sécurité, à la base, il est issu du terme de sûreté. Dans les déclarations des droits du XVIIIe siècle dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée qu'en fait, on va protéger l'individu, la collectivité, la population d'ingérence, d'immixtion et de formes de violence de la part de l'État. Okay, donc, c'est vraiment dans le rapport des citoyens à l'État que se joue cette notion. Ensuite, elle rebondit beaucoup au début du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres après la crise de 29, justement pour parler de la sécurité sociale et de garantir la sécurité des gens face aux méfaits du capitalisme. Et c'est seulement dans l'après-guerre qu'on commence à voir ce terme réutilisé pour parler de sécurité nationale d'un côté, de sécurité, disons, physique ou face à des problèmes de délinquance, d'infraction, de violence qui traversent la société. Donc en fait, on ne devrait pas la sécurité, elle devrait être comprise de manière beaucoup plus large en fait que simplement le fait de ne pas être victime d'infraction ou d'incivilité. Le vivre ensemble, il devrait passer par des questions autour de notre santé, notre capacité à être hébergé dans des logements dignes, à respirer un air sain, à avoir notre alimentation garantie, qu'elle soit de bonne qualité. Enfin bref, il y a tout un tas d'aspects qui sont L'ancien sens de sécurité tel que tu viens de nous l'écrire, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait pluraliser cette notion de sécurité et revenir en fait à une acception beaucoup plus large et se rendre compte que peut-être dans nos sociétés actuelles, on n'est pas dans un régime politique qui permet de penser toutes ces dimensions, quoi, ou trop mal à mon avis. Ouais. Et donc ça veut dire qu'à cette époque-là, on était libre parce qu'il y avait un cadre qui nous sécurisait, tu le disais toi-même, donc de la maladie. Aujourd'hui, on pourrait le transposer au réchauffement climatique et donc demander des comptes. En quoi l'État me protège du réchauffement climatique? Et donc, ça a été déporté sur la sécurité, on va dire, interpersonnelle. Donc, on a déplacé le curseur. Et c'est là, en réalité, qu'on ne peut plus associer directement sécurité et liberté, c'est ça? Puisque dès lors, assurer sa sécurité contre autrui dans la rue pour éviter de se faire agresser, ça peut nous priver de nos propres libertés individuelles parce qu'on est obligé d'être traqué, c'est ça? C'est surtout de voir comment cette insécurité-là, elle est aussi le fruit de tout un tas d'autres problèmes sociaux dont on parle trop peu et vis-à-vis desquels on se donne beaucoup moins de moyens budgétaires, financiers, collectifs pour les gérer, quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas de politique du logement, qu'il n'y a pas une sécurité sociale. Évidemment, on est aussi les héritiers et héritières de luttes passées, du fait que il y a des politiques publiques autour de ces aspects, mais on est aussi obligé de constater que depuis 20 à 30 ans, c'est des choses qui sont en train d'être délitées, que pour le coup, on parlait tout à l'heure des aides aux entreprises, il y a une réorientation massive des finances publiques vers la perfusion d'un capitalisme parfois très toxique qui contribue à notre insécurité. Et que par ailleurs, nos services publics qui créent du vivre ensemble et créent une forme de sécurité collective, eux, sont en mauvaise santé. On peut penser à l'hôpital, à l'éducation, à l'université, etc., etc. Justement, pour en revenir à ma question, est-ce que tu crois qu'en termes de momentum, aujourd'hui, la société civile est prête à faire un choix de société et choisir entre sécurité, dans son acception la plus contemporaine, et liberté par rapport à ce qu'on voit actuellement dans les infos et les discours politiques? Je sais pas le mesurer, c'est compliqué parce que là encore, il y a tellement de formes de manipulation de notre écosystème médiatique à base d'algorithmes ou de médias fascistes sous la coupe de Bolloré et de politiciens qui instrumentalisent la délinquance et la violence à des fins politiciennes que s'en tenir un peu au sentiment de l'opinion publique tel qu'il est mesuré dans des sondages souvent biaisés, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, j'aimerais qu'on ait un vrai débat, par exemple à Marseille avec le groupe Technopolis Marseille. On veut aller voir tout un tas d'associations, tout un tas d'acteurs militants, que ce soit les familles de victimes du narcotrafic, que ce soit les gens qui militent pour la sécurité sociale alimentaire, essayer de penser comment est-ce qu'on garantit une sécurité collective sans en passer par la police autrement, en fait, en construisant du lien social, en finançant des services publics et en trouvant des solutions qui soient un peu différentes que simplement la répression et la mise sous surveillance de l'espace public. Une sécurité by design, en fait, qui amènerait à ne même pas avoir des questions de répression, on peut le dire comme ça. Exactement. Moi, j'ai envie de t'interroger sur... Est-ce que ces dispositifs qui sont faits pour la sécurité, alors je reprends, comme disait Cyril, au sens contemporain du terme, pourraient eux-mêmes nous amener de l'insécurité? Quels sont les risques de dérive? Là, tu en as déjà pointé quelques-uns qui se font jour aujourd'hui, mais qui sont finalement pas si clairs que ça, enfin pas si forts que ça en tout cas. Admettons que ça aille plus loin et que ces dispositifs se retournent finalement contre la population. Quels pourraient être ces risques de dérive? Est-ce qu'on arrive à les imaginer? Je pense qu'on a le miroir que nous tend le régime chinois, ce qui se passe actuellement aux États-Unis où la police politique de l'immigration, ICE, utilise à la fois les spyware, la reconnaissance faciale pour
ficher les opposants politiques qui manifestent lors des opérations d'enlèvement de personnes avant de les déporter à l'étranger. Et on voit comment en fait se combine toute cette surveillance numérique avec des pratiques coercitives qui portent directement sur les corps. Et en France, on voit des choses. Alors évidemment, on n'en est pas à ce degré-là encore, mais on sent à quel point ça pourrait aller très vite dans ce basculement. Mais malgré tout, il y a déjà des formes d'abus qui sont récurrents. La police n'a normalement pas le droit de vous forcer à vous identifier dans la rue. Aujourd'hui, on a des anecdotes sur le fait que la reconnaissance faciale, qui est déjà légalisée par un décret, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui à notre avis est là encore illégal. En gros, ils sont capables de prendre une photo, de la comparer à un fichier, le principal fichier de police qui est le fichier TAJ, qui est un système de reconnaissance faciale, pour retrouver des fiches. Et comme ça permet d'identifier des gens, parce qu'il y a quand même près de 10 millions de personnes qui sont fichées dans le fichier TAJ. C'est un détournement. La reconnaissance faciale en temps réel sur la voie publique est interdite, mais là, ils utilisent une espèce de zone grise finalement pour aller faire de la reconnaissance faciale, pas en temps réel, et dirigé sur certaines personnes qui sont surveillées. Normalement, c'est autorisé simplement pour des enquêtes pénales par un décret de 2012 qui est passé complètement en soum-soum. Mais effectivement, cette fonctionnalité de reconnaissance faciale est utilisée dans d'autres cadres avec très peu de contrôle. Un autre exemple dont je parle dans le bouquin, c'est une jeune femme, c'est un avocat qui nous racontait qu'une jeune femme était arrêtée pour vol à l'étalage, mise en garde à vue avec sa comparse. Elle refuse de donner son identité. Les flics la prennent en photo, la comparent au fichier TAJ, et le premier résultat, c'est la photo d'une personne qui lui ressemble très vaguement. Le taux de correspondance affiché par l'algorithme est de 64%. Sauf que la personne fichée est sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, d'origine roumaine. Et donc, le procureur puis les juges vont accepter l'idée qu'en fait, c'est la même personne et que du coup, il faut déporter la personne gardée à vue. Elle va être en centre de rétention avant que son avocat ne parvienne à la faire sortir. Et un dernier exemple pour suggérer aussi comment... C'est incroyable, je m'arrête sur cet exemple parce que moi j'avais des exemples comme ça aux États-Unis, effectivement, tout à fait similaires. Je ne savais pas qu'on avait eu ce type de cas en France de personnes qui sont accusées à tort à cause de la reconnaissance faciale. Et ça, c'est quelques cas dont on entend parler par des avocats, mais en fait, si on faisait des études un peu systémiques, sans doute on se rendrait compte que c'est pas du tout un cas isolé, que ça arrive assez régulièrement. Un autre exemple. Et du coup, Félix, juste pardon, pour rester encore 2 secondes sur cet exemple-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi nos droits ? On a le droit de dire aux flics non, vous ne pouvez pas me prendre en photo parce que vous n'avez pas le droit de faire de la reconnaissance faciale. C'est quoi le... Dans le cas d'un contrôle d'identité, on a le droit et on devrait, mais malheureusement, le droit est rarement connu. Et c'est vrai que quand t'es menacé par un policier qui peut t'emmener pour une vérification d'identité au poste pendant plusieurs heures, voilà, souvent c'est pas toujours facile de faire valoir ses droits, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait faire. C'est pas facile d'être dans la négo à ces moments-là. Non, c'est certain, mais c'est pas mal de le rappeler, c'est-à-dire que pas le droit de faire de reconnaissance faciale en temps réel, ça c'est une certitude, et on reviendra sur les textes, notamment à l'échelle européenne, pour voir à quel point ils sont résistants ou pas. Pas le droit de faire de la reconnaissance faciale, même a posteriori, hormis dérogation spécifique, si je comprends bien. Dans le cas d'enquête pénale, sur autorisation du juge. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas tous les jours que les mecs peuvent te prendre en photo, que ce soit avec une caméra, que ce soit avec leur propre smartphone ou un drone. Donc c'est pas normal, et donc tu as le droit de t'y opposer. Bon, d'accord. Donc du coup, vas-y, je te laisse continuer sur ton troisième exemple. L'autre exemple aussi, qui je pense montre un peu comment ces systèmes peuvent mener à une forme de survigilance de la part de la police et mener à des drames. C'est des exemples, par exemple en Belgique ou à Londres. À Londres, la police... Une voiture de police utilise un système de l'API, donc de reconnaissance de plaque d'immatriculation. Donc en gros, c'est de la VSA appliquée à la reconnaissance de plaque, d'ailleurs qui est aussi légalisée en France depuis environ 2012. Je me prends des FPS moi en permanence. Arrêtez avec vos acronymes. VSA, vidéosurveillance algorithmique, on l'a dit tout à l'heure, mais je le rappelle. Ouais. Et FPS, c'est simplement l'amende, quoi. C'est le PV, ça. Tu vois. Et l'API, les systèmes l'API, c'est pour lecture automatisée de plaques d'immatriculation. Et donc la voiture de police à Londres avait ça en 2023. Ils flashent une voiture qui est impliquée dans un incident avec arme à feu. Donc ils sont alertés, quoi, pour le moins. Sauf que la voiture est conduite par personne qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Un jeune homme noir. Ils décident de lui entraver la route, de mettre leur voiture en travers de sa trajectoire. Ils descendent et là, ils tirent à bout portant quasiment sur l'individu au volant qui n'avait rien à voir avec ces incidents avec arme à feu. Et là, on voit à quel point en fait la force létale et le meurtre policier peuvent être encouragés, déclenchés par le caractère faillible des informations fournies par ces systèmes numériques.
Mais du coup, ça soulève une question, Félix. Est-ce que là, le problème, il est technologique ou est-ce qu'il est humain? C'est les deux, c'est jamais que technologique. Ouais. À mon sens, c'est toujours l'articulation d'une technologie qui est plus ou moins fiable, plus ou moins précise. Il y a vraiment des vrais enjeux. Et là, le problème, c'est qu'en fait, c'est des technologies qui viennent se greffer à des pratiques policières violentes et une institution policière qui, elle-même, comme d'autres institutions, on pourrait parler justement des caisses d'allocation familiale, de France Travail et d'autres, où on a aussi vu comment les algorithmes pouvaient avoir des impacts discriminatoires sur les On en a parlé avec Hubert Guillot, Soisic Pénicaud. J'ai juste un tout... S'agissant de la police, c'est le racisme policier et les discriminations structurelles. C'est-à-dire que là, c'est la